Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue. Je m'appelle John Kevara Okanto. Merci de suivre l'émission Question d'actualité. Question d'actualité, c'est une émission de la rédaction de la radio-télé de Gracias. Vous nous suivez sur toutes les plateformes de communication en ligne, Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok et partout là. Aujourd'hui, je dois recevoir un acteur politique de la ville de Kasumbalesa et de la circonscription électorale de Sakanya. Je reçois Jean Kalombo. Monsieur Jean Kalombo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes candidat député national dans la circonscription électorale de Sakanya. Vous êtes également président de la fondation qui porte votre nom, notamment Fondation Jean Kalombo. Par-dessus tout, bien au-delà de ces présentations, qui est réellement Jean Kalombo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je profite d'abord de l'occasion pour rendre gloire à notre Dieu qui nous a permis un moment comme celui-ci, une grande occasion dont nous allons profiter pour commencer d'abord par adresser nos sincères félicitations ou salutations à tous nos auditeurs. Jean Kalombo, c'est un enfant de Kasumbalesa. Il était ancien président des déclarants ici. Et sur les plans scientifiques, il est doctorant en sciences économiques, plus précisément en gestion financière. Et il est aussi licencié en droit, candidat député national dans la circonscription électorale de Sakanya. Alors, doctorant en sciences politiques, licencié en droit et toutes les qualités que vous avez évoquées tout à l'heure, c'est quoi la motivation? Qu'est-ce qui vous a amené dans le champ politique? Et bien avant cela, je voudrais aussi compléter que je suis le premier vice-président de la FEC Kasumbalesa. C'est un élément très important qu'on devait signaler. Et je suis aussi un entrepreneur. Je suis un entrepreneur. Je suis plus dans l'entrepreneuriat parce qu'en dehors d'être déclarant, je me débrouille sur le terrain dans les activités purement entrepreneuriales. Alors, qu'est-ce qui nous a poussé d'entrer en politique? C'est une excellente question, monsieur le journaliste, et je te dis sincèrement merci pour cela, parce que ça nous permet aujourd'hui de nous ouvrir. Vous savez, généralement, la bouche parle de l'amertume, de la douleur qu'on ressent au cœur. Alors, nous avons été poussés à embrasser le champ politique partant de ce que nous avons eu à remarquer comme étant mots, c'est-à-dire maladie, difficultés que nous avons eu à relever, à remarquer. On a personnellement constaté que jusqu'à ce jour, on ne sait pas pourquoi on fait la politique. On ne sait pas non plus pourquoi on fait la science. Parce que j'ose croire que quand on fait la politique, on doit la faire pour la société. Et malheureusement, je constate que la manière dont nous sommes en train d'observer la politique, elle évolue de manière parallèle par rapport aux attentes de la société. Raison pour laquelle, partant de ce que nous avons eu, comme je disais, à observer, aussi en tant qu'enfants de Dieu, nous avons été interpellés pour dire que non, on ne doit pas se limiter à observer, nous sommes obligés d'agir. C'est ce qui nous a permis de nous engager pour agir afin de trouver solution, ou mieux, de commencer à proposer des solutions à tout ce que nous avons remarqué comme étant bon sur terre. Alors, pensez-vous que les gens qui sont engagés avant vous n'ont pas proposé des solutions aux maux dont souffre ce pays? Oui, merci pour cette question qui est aussi pertinente. Laissez-moi vous dire que je n'ai pas le temps à perdre en me comparant aux gens qui sont passés, parce que le passé est passé, on ne sait pas le rattraper. Ce qui est passé, on ne sait pas le rattraper. Nous sommes aujourd'hui déterminés à nous engager pour avoir un lendemain meilleur, qui ne peut être meilleur que partant de ce que nous avons comme étant décision aujourd'hui. Si nous nous mettons à faire des critiques sur ceux qui sont passés, nous allons nous attirer des polémiques inutiles qui pourront peut-être nous embrouiller, ne pas nous permettre à atteindre notre objectif, celui du meilleur, celui du bien-être de la population. Alors, parce que la politique s'est fait selon des camps, il y en a toujours ceux de l'opposition et ceux de la majorité. C'est quoi le vôtre?
Merci beaucoup pour cette question. On parle de la majorité, on parle du pouvoir. Encore faudra-t-il savoir cette majorité existe pour qui et cette opposition également existe pour qui. Nous avons un dénominateur commun, c'est le peuple. Nous avons un dénominateur commun, c'est le Congo. Alors, parce qu'il faut à tout prix s'identifier, je m'identifie en tant qu'enfant de Dieu qui doit respecter l'autorité établie. Parce que toute autorité vient de Dieu, alors je ne peux que commencer d'abord par respecter l'autorité établie. Et je me suis engagé aux côtés de celui qui est établi, le pouvoir en place, parce que vous ne pouvez pas prétendre faire mieux si vous ne commencez pas d'abord par honorer ce que Dieu a honoré. Donc vous voudriez, en fait, en vous écoutant parler, en enchaînant vos idées, vous voudrez, d'une autre manière, dire que ceux qui sont dans l'opposition ne respectent pas l'autorité établie. Je ne peux pas analyser ou juger par rapport à la manière dont ceux qui sont dans l'opposition peuvent juger. Ce qu'ils peuvent faire, les jugements qu'ils font, c'est leur droit légitime, c'est important. Mais ce que moi je souhaite, c'est que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, que nous ayons comme dénominateur commun les peuples congolais. Quand nous faisons notre opposition, que cette opposition soit pour le bien-être du pays. Et quand nous faisons notre majorité, qu'elle soit une majorité pour le bien-être du pays. Alors, vous êtes parti, vous y allez dans la neutralité, une réalité qui n'existe pas en politique, le neutre n'existe presque pas. Vous êtes du pouvoir ou de l'opposition? Je vous informe bien que je suis dans le respect de l'autorité établie. Nous sommes Redetco, Rassemblement des enfants de Dieu pour la transformation du Congo. Et je vous dis bien qu'on ne peut pas prétendre se faire respecter si on ne respecte pas l'autorité établie. En définitive, je vous dis que je suis aux côtés du président de la République en fonction avec toutes les institutions de la République pour continuer à les soutenir afin de donner à notre peuple un meilleur Congo de demain. Alors, c'est quoi votre particularité en tant qu'acteur politique, en tant que scientifique, en tant que chercheur, votre particularité que vous voudriez amener dans la politique? Ma première particularité, c'est l'éveil de la conscience congolaise. Les Congolais, nous devons cesser de nous battre. Les Congolais, nous devons cesser de nous déshabiller devant les autres. Que ce soit du côté présidentiel, tout comme du côté de l'opposition, nous devons d'abord tous être d'accord que nous sommes Congolais. Et ce qui nous unit tous, c'est le Congo. Alors, notre particularité, c'est d'abord, premièrement, l'éveil de la conscience. Nous devons d'abord tous nous aimer notre pays, et même si nous nous faisons des critiques, que ce soit des critiques positives pour le développement de notre pays. Deuxièmement, M. Jean Kalombo a une particularité, c'est le souci de la stabilité économique. Parce que M. Jean Kalombo, qu'est-ce que lui prône? Il dit qu'il n'existe pas dans ce monde des pays qui sont politiquement forts. Nous n'avons que des pays qui sont économiquement forts et dont les conséquences économiques qu'ils enregistrent influent positivement leur position politique. Alors, l'exemple très banal, vous pouvez être né dans une famille de 50 enfants, où vous avez généralement, dans notre culture africaine, c'est l'aîné qui est l'héritier, c'est l'aîné qui est le chef. Mais si vous vous rendez compte que dans cette famille, c'est le cadet qui a de l'argent, qui a les pécunias, et généralement sur le plan pratique, vous vous rendrez compte qu'on ne peut rien faire dans cette famille sans qu'on ait recours à ces cadets. C'est pour dire que sans argent, nous ne pouvons rien. Alors il est temps que nous puissions d'abord commencer par les préalables. Le préalable, c'est prendre conscience de là que nous venons, de là où nous sommes et où nous allons. Et mettre une base par rapport à l'amour du prochain, à l'amour de notre pays.
Nous devons savoir que tout ce que nous faisons, nous devons le faire dans l'intérêt du pays. Alors, comment vous différenciez votre message du message des mouvements citoyens? Oui, chaque message a son auteur. Chaque message a son auteur. Si le mouvement citoyen parle de la prise de conscience, en fait, qui se bat pour la prise de conscience des Congolais. Merci beaucoup pour cette question. Jean Kalombo s'identifie à lui-même, il s'identifie à l'amour du Congo, il s'identifie à l'éveil de la conscience des Congolais. Mais s'il y a un autre frère ou un autre confrère qui est dans un quelconque mouvement d'éveil de la conscience, encore faudra-t-il savoir que cette conscience soit réellement au profit de notre pays. Ce sera une très bonne chose. Nous sommes là pour ça. Et c'est ce que nous aimons, parce que nous prenons pour modèle, pour dénominateur commun, notre pays. Avant de rentrer dans les corps du message, je voudrais d'abord puiser dans le mot que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous travaillez comme le mouvement citoyen qui sont pour l'éveil des consciences. Pourquoi n'avez-vous pas voulu faire fusion avec eux? Parce que votre message, il est différent notamment du message purement politique. Vous êtes dans l'éveil des consciences, l'activité principale du mouvement citoyen. Il y en a beaucoup déjà en RDC. Pourquoi n'avez-vous pas commencé par le mouvement citoyen qui épouse votre philosophie? Merci beaucoup pour cette question, cette inquiétude. Dire que je n'ai pas épousé le mouvement citoyen, tout ça, je vous ai dit que derrière chaque mouvement, il y a une idée. Il y a une idée, il y a quelqu'un qui est derrière ces mouvements. Alors, encore faudra-t-il définir les objectifs de ces mouvements. Parce que il y a ce que nous appelons les paraître et l'être. Mais moi, je vous dis que nous évoluons dans le mouvement, dans une aspect tel. Ce que nous avons comme mission, c'est refléter la gloire de Dieu, refléter la gloire de Jésus. Et tout ce que nous avons comme lutte, c'est ne pas faire semblant d'appartenir à Dieu, mais de prouver que nous sommes réellement des enfants de Dieu et que nous n'avons que ces pays que Dieu nous a donnés, dont chacun de nous sera responsable en ce qui concerne la gestion devant Dieu. Est-ce que vous pensez que Dieu peut-il être content d'être associé dans des activités politiques quand vous faites très court à lui? Merci beaucoup. Je vais vous dire que il n'existe rien qui soit fait sans que Dieu ne l'autorise. C'est-à-dire, tout ce qui existe a existé à cause de Dieu. Et ce n'est pas la grâce de Dieu. Alors, dire que la politique n'intéresse pas Dieu, c'est grave. C'est grave parce que la politique, elle est incolore. Elle n'a pas de couleur. Beaucoup de gens aujourd'hui disent que la politique, c'est du mensonge. La politique, c'est ceci. Non. Je n'ose pas croire qu'un monsieur qui n'a jamais menti, parce qu'il s'est engagé en politique, qu'il aille mentir. Non. Parce que vous allez vous rendre compte qu'un poisson, son milieu ambiant, c'est l'eau. Une fois l'en sortir, le poisson doit faire quoi? Doit mourir. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, c'est d'abord un monsieur qui ne peut pas se mettre dans les mensonges. C'est un monsieur, la période que nous vivons, c'est une période de grâce, une période au cours de laquelle les péchés pour nous, Jésus nous a aidés en déracinant, en enlevant de nous la racine de mal, les mensonges. Alors, je ne vois pas comment un véritable enfant de Dieu peut se lancer dans la politique, parce que ça s'appelle politique, et il se met dans les mensonges, je ne crois pas. Je n'ose pas croire. À moins qu'il soit un semblant d'enfant de Dieu, ou celui qui a deux faces. D'un côté, il apparaît d'abord enfant de Dieu, et quand il est au pouvoir, il montre comment il n'était pas enfant de Dieu. Alors, avant d'aborder des questions de fond, comment vous expliquez cette expression « laisser à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » Ah, vous savez, laisser à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, ne signifie pas que la politique appartient à César. À César, c'est-à-dire la loi, une société a ses principes. Par exemple, si on vous dit que non, si l'autorité estime pour que la population ou que les peuples ou ceux qui travaillent, qu'ils soient bien payés, s'il estime par exemple de relever l'impôt, l'impôt sur les bénéfices des expatriés par exemple, il dit que non, ça doit partir de 10% à 15%. Moi, je ne vois pas qu'il y a un problème. Dire que laisser à César ce qui est à César, c'est-à-dire respecter les principes. C'est-à-dire
Si on vous dit par exemple que non, pour qu'on paye bien nos militaires, il faudra qu'on prélève l'impôt. Mais si vous êtes pour les payer, vous ne pouvez pas dire que non, non, moi je ne dois pas payer l'impôt. Donc vous devez commencer par montrer l'exemple. Okay? Appartenir à Dieu n'est pas synonyme de ne pas entretenir là où on reste. Merci, je pense qu'on doit aborder des questions de fond. Mesdames, Messieurs, nous sommes au 099 26 4 71 99, 099 26 4 71 99. Alors, parce que vous avez voulu tout à l'heure interroger notamment notre histoire, vous avez évoqué également des questions de stabilité économique, nous en parlons tout à l'heure. C'est quoi l'analyse que vous faites en tant que fils du pays, en tant qu'acteur politique, en tant que chercheur et surtout en tant qu'économiste? De quoi a souffert notre pays de 1960 jusqu'en 2023? Oui, ça c'est une question exceptionnelle pour moi et j'en suis très fier pour y répondre et j'invite d'ailleurs les auditeurs à bien me suivre. Nous avons ici un sérieux problème. Le sérieux problème, c'est surtout d'abord celui de différencier la personne qu'on appelle d'une personne intelligente de la personne intellectuelle. Une personne intelligente, c'est une personne qui comprend et il ne se limite pas à comprendre. Il comprend et il travaille. Il donne la forme à ce qu'il a compris. Mais une personne intellectuelle, c'est une personne qui apprend et qui reste esclave de ce qu'il a appris. Alors, vous allez vous rendre compte que, généralement, chez nous, nous sommes restés longtemps dans ce que nous avons appris à l'université de Sorbonne, à l'université de ceci, à l'université de cela. Mais malheureusement, nous n'avons pas été à la hauteur de venir mettre en pratique ce que nous avons appris pour que cela prenne corps. Nous avons chez nous plus d'intellectuels. Okay? Nous avons plus chez nous des gens qui veulent plus nous montrer ce qu'ils ont appris. Mais malheureusement, on n'arrive pas à donner corps à ce que nous avons appris. Vous pouvez vous imaginer un pays comme le nôtre, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, chaque matin, pour qu'un parent se sente à l'aise, qu'il sente qu'il a fait quelque chose de bien à l'endroit de ses parents, de ses enfants, il doit les envoyer à l'école. Les enfants vont à l'école du matin au soir. À partir de 2 ans, 3 ans, il y en a qui ont eu la barbe même à l'école. Mais malheureusement, l'enfant termine l'école, il rentre chez ses parents pour chercher le travail. Alors nous avons à nous interroger. Qu'est-ce que cet enfant alors faisait à l'école pendant 20 ans? Qu'est-ce qu'il faisait pendant 25 ans? Qu'a-t-il appris? A-t-il appris seulement des théories? Et qu'en a-t-il fait? Qu'a-t-il fait de ces théories? Alors, nous devons avoir le temps d'interroger notre être, de nous demander d'où venons-nous, où sommes-nous et où allons-nous. Je trouve qu'il est temps maintenant, parce que trop c'est trop. Chaque chose a son temps. Même un enfant que vous avez chez vous à la maison, qui naît, il atteint 10 ans, 15 ans, il ne marche jamais. Mais ça interpelle les parents. Ils doivent se demander, mais comment jusqu'à cet âge l'enfant n'a pas marché? Alors, je reviens à ma question, que oui. Celle de savoir comment vous analysez la situation économique du pays de 1960 jusqu'en 2023. Oui, d'abord, je vous ai dit que je suis un candidat qui ne veut pas rentrer à ce qui est passé, parce que ce qui est passé est passé. Et pourtant, vous avez dit qu'il fallait qu'on interroge notre histoire, d'où venons-nous, où sommes-nous et où allons-nous? Justement. D'où venons-nous? J'interpelle tout Congolais à poser cette question à lui-même. Que d'où je viens, où je suis et où je vais. Je peux vous surprendre. Depuis que nous existons, depuis que nous avons appris, depuis 1960, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes incapables même de fabriquer un petit papier duplicateur qui est devant nous. Depuis 1960, nous avions des Belges avec lesquels on cultivait le coton. On avait même des cotonnières, on avait des sociétés comme le Saint-Textile, on produisait de l'habit. Mais au jour d'aujourd'hui, vous ne serez pas contre moi que sur l'ensemble du pays, je ne sais pas un seul coin où on fait les cotons. Ce n'est pas pour autant dire que l'homme blanc, les Belges étaient partis avec les cotons. Moi, je suis dans une politique où nous devons éviter de responsabiliser les autres. Évitons de responsabiliser les autres. C'est maintenant ou jamais où nous devons nous poser la question de savoir
qu'est-ce que nous avons aussi fait et que pouvons-nous aussi faire? Alors, qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Je rentre dans votre logique. Oui. Ne voudriez-vous pas qu'on parle de la situation économique du pays depuis le plus de 60 ans de l'indépendance? Je ne dis pas qu'on ne devrait pas en parler, parce que pour en parler, il ne suffit pas seulement que ça sorte de ma bouche. Parce que chacun de nous fait un examen et il sait y répondre. Que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes incapables. Si nous ne pouvons pas fabriquer même un stylo, mais comment aujourd'hui on n'arrive même pas, chacun en ce qui nous concerne, à produire même des engrais, alors, même du maïs? C'est la question que moi je voudrais vous poser. Oui. Pourquoi les Congolais ne se sont-ils pas lancés dans l'industrialisation et dans la construction des entreprises et autres? Ils ne se sont pas engagés dans cette industrialisation. Ils ne se sont pas engagés dans ces domaines parce qu'ils attendaient peut-être par la grâce de Dieu un moment comme celui-ci. Il fallait attendre un Jean Kalombo pour venir éveiller la conscience. Parce que chaque chose a son temps. J'ose croire qu'il est temps maintenant que nous puissions nous interroger d'où venons-nous, où sommes-nous et où allons-nous. Alors, parce que vous ne voudrez pas qu'on parle de gens, mais excusez-moi que je parle d'un président de la République, oui, Mobutu. Comment vous appréciez la situation, la stabilité économique pendant la période de Mobutu et celle que nous avons vécue après Mobutu? Qu'est-ce qui a fait également, excusez-moi la question à deux niveaux, qu'est-ce qui a fait à ce qu'après le départ de Mobutu, les entreprises tombent en faillite? Oui, merci pour cette question. Vous avez à faire une analyse comme moi, que le monde est en pleine évolution. La période de Mobutu n'est pas forcément à comparer à notre période. Parce que vous vous rendrez compte que pendant cette période, si par exemple trouver un téléphone était une excellence, à notre période, trouver un téléphone n'est plus une excellence. À chaque période correspond une spécificité. Alors, nous ne pouvons pas, si par exemple à cette période, tout allait bien, mais pourquoi nos parents ont dit que non, tout était fini, ça n'allait pas, ils en avaient marre. C'est-à-dire qu'à leur niveau, pendant cette période-là, ils avaient ce qu'ils voyaient de plus négatif que nous, à notre niveau, nous ne pouvons pas comprendre partant de ce que nous voyons comme réalité. Alors, vous ne voudriez pas également qu'on interroge notre histoire économique? Non, interroger notre histoire économique, nous le pouvons bien, mais attention, j'ai bien dit ici que pendant la période de Mobutu, il y a de ces pays dans ce monde qui ont réussi à faire des routes qui devaient relier les différentes provinces. Comme pour dire que si à cette période-là, ces routes avaient déjà été faites, pendant cette période, on n'allait plus les tracer. On ne devait que les entretenir. Je vous dis aussi, je suis personnellement déterminé pour un avenir meilleur. Alors, je ne voudrais pas trop me baser sur le passé, parce que le passé de nous est enregistré dans les cœurs de chaque Congolais. Alors, parce que vous avez vous-même posé une question, d'où venons-nous, où sommes-nous et où allons-nous? Justement. Alors, je suis rentré dans le passé, malencontreusement, vous ne voudrez pas aborder le passé. Justement. Rentrons au présent. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que le pays puisse vivre réellement la stabilité économique? D'abord, je vais vous dire que la période de propagande n'étant pas encore venue, je pouvais me permettre de m'exploser ici, mais seulement, je commence par vous dire que notre peuple, qu'il prenne conscience, qu'il prenne d'abord cette conscience-là pour avoir le courage de se demander. Parce que au Congo, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de la prise de conscience, qui ont pris conscience et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, pendant que nous n'avons pas de banque en mesure de préfinancer le projet d'un jeune. Est-ce que c'est possible qu'on y arrive? C'est très possible qu'on y arrive. C'est très possible qu'on y arrive parce que nous n'avons pas que l'institution financière bancaire qui finance l'économie. Nous avons aussi des institutions financières non bancaires qui peuvent financer l'économie. C'est notamment, par exemple, des compagnies d'assurance. Nous avons, dans des vieilles démocraties, tiré un exemple de mutualité. Ok? Alors, c'est pour dire que les Congolais, ce qu'il nous faut, c'est que nous puissions prendre conscience. Je peux vous révéler ici sur ce plateau que les Congolais ont beaucoup d'argent. Seulement, ils ne savent pas les mettre à profit pour qu'ils deviennent encore en grand nombre, afin que eux-mêmes créent des banques. Raison pour laquelle, dès l'entame
de cette émission, je vous ai dit que compte tenu de la qualité de la mission que je me suis fait, dont je me suis fait mienne, je n'ai pas voulu que nous puissions commencer à entrer dans des polémiques pour dire qu'il n'y a pas de banque, pourquoi il n'y a pas de banque. Alors, je m'attaque à moi, je m'attaque et j'interpelle chaque Congolais à s'attaquer pour dire que, dès l'entame d'ailleurs de mon message, j'ai dit que je ne suis pas dans une politique de responsabilité des autres. Qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui? Alors, j'invite les amis, j'invite les auditeurs qui se sentent intéressés, je souhaite d'ailleurs qu'ils soient tous pour commencer à nous poser des questions sur la manière de se faire financer, la manière de financer leurs projets. Alors, pendant ce temps, nous avons quelques questions. Vous, en tant qu'acteur politique, en tant que leader d'opinion, aujourd'hui, vous êtes lancé dans la politique pour deux raisons que vous avez évoquées tout à l'heure. Si un Congolais qui est à Kamakaya pendant ce temps, vous posez la question, comment peut-il, c'est quoi la procédure qu'il faudrait que l'État, en fait, a disponibilisé, parce que vous ne voudrez pas parler qu'on parle de l'État, vous voudrez qu'on parle de nous-mêmes, mais pourtant, il y a l'État qui est là pour régulariser certaines des histoires. C'est quoi les mécanismes que l'État a mis en place pour faciliter aux jeunes de capter l'argent en fait de financer leurs entreprises? Oui, et si ces mécanismes ne sont pas là, c'est quoi votre démarche, vous? Qu'est-ce que vous comptez faire, vous comptez rien faire pour que ces mécanismes soient mis en expression, soient visibles? Et c'est d'ailleurs ça, parmi les points saillants, les points qui m'ont permis de m'engager, c'est pour me permettre de mettre à profit ces mécanismes au bénéfice de notre peuple. Je ne dis pas que je ne veux pas qu'on cite l'État, mais... Vous voudrez que nous parlions de nous? Oui, mais je voudrais vous interpeller ce qu'on appelle l'État. L'État n'est pas seulement les institutions que nous voyons. L'État, c'est aussi moi. L'État, c'est vous. L'État, c'est nous tous qui comprenons. Alors parlons des institutions de l'État. Voilà pourquoi je pose toujours la question de savoir si l'État que nous voyons institution n'a pas fait, qu'est-ce que nous, État, en tant que peuple, nous avons aussi fait pour pallier ou pour inviter notre État, institution, à faire ce que nous voulons pour le développement de notre pays. Alors, si nous voyons les institutions, comme vous m'avez posé la question de Kamakaya, que si quelqu'un est à Kamakaya, il veut savoir qu'est-ce qu'il faut. Mais je vous dis, ce que je suis Fondation des Amis des Jean Kalongo. Une fondation de récolte des idées, une fondation de récolte de ces questions, pour que nous puissions y répondre. Parce que nous devons savoir, être à Kamakaya n'est pas synonyme d'avoir seulement un projet lié à Kamakaya. On peut être à Kamakaya, mais avoir un projet qui peut développer tout Kasumbalès. Alors, raison pour laquelle nous, on n'a pas la politique d'imposer à quelqu'un un quelconque projet, mais nous voulons attendre de lui une idée, un projet que nous pouvons orienter et l'aider à voir comment il peut se retrouver par rapport à son financement et voir, d'ailleurs, comme je vous ai dit, c'est parmi les éléments constituant notre champ de bataille. Alors, là, vous nous avez poussé à vous poser des questions liées, en fait, qui touchent déjà à la vie de votre fondation. Mesdames, Messieurs, continuez à nous écrire. Nous allons lire tout ce message, je crois, avant la fin, quand il restera 5 minutes. 099 26 4 71 99 099 26 4 71 99 099 26 4 71 99. Alors, c'est quoi le but d'existence de votre fondation sur le terrain? Oui, la fondation des Amis des Jean Kalongo, d'abord je vous ai dit que je suis dans une ASBEL, Redetco, Rassemblement des Enfants de Dieu pour la transformation du Congo. Cette ASBEL n'a pas de couleur religieuse. Qui que vous soyez, dès que vous vous appelez enfant de Dieu, vous êtes concerné pour la transformation de ces pays. Qui que vous soyez, quelle que soit votre appartenance religieuse. Alors, au sein de cette fondation, au sein de cette ASBEL, nous nous sommes présentés aux élections dans notre parti politique et M. Jean Kalongo a voulu que sa vision soit plus expliquée à travers la fondation qu'il a créée, les Amis des Jean Kalongo, dont deux objectifs sont en premier plan. Le premier, c'est celui à long terme, d'éveil de la conscience, d'éveil du Congolais, de l'amour. Nous devons nous aimer. Nous devons prendre conscience. Alors, le deuxième objectif, c'est celui qui est à très court terme. Alors, c'est celui-là qui consiste en la récolte des projets, des idées de tous les Congolais
commençant d'abord et surtout de ma circonscription. Sakania, Mokambo, Solimiko, Lonchi et Kinsenda, partout sur l'ensemble du territoire de Sakania, pour que nous puissions récolter toutes les idées. Laissez-moi vous surprendre, messieurs les journalistes, et aussi les auditeurs qui nous écoutent. Je suis fier de vous déclarer ici que un Congolais, c'est un homme très intelligent. Un Congolais met au monde des enfants très intelligents. Mais malheureusement, nous n'avons pas le temps de nous concentrer sur cette intelligence pour la développer. Raison pour laquelle j'ai recours à cette intelligence. Lorsque j'aurai récolté toutes ces idées, nous les mettons ensemble pour que nous puissions leur donner un véritable canal de développement, un véritable canal de projet, pour qu'ensemble nous puissions contribuer au développement de notre pays. Il y a même une personne qui m'a demandé, mais pourquoi vous avez commencé ici une si jolie idée à Kasumbalesa? Je leur ai dit que Kasumbalesa n'est pas exclu du Congo. Le développement peut commencer même par Kamakaya. Je suis de Kasumbalesa, je commence cela à Kasumbalesa pour sauver, pour le salut de notre peuple. C'est pour dire que à partir de Kasumbalesa, nous pouvons faire mieux qu'ailleurs, qui pourrait emballer toute la République démocratique du Congo. Donc nous n'avons pas intérêt, même pas une seule minute à perdre pour que nous puissions nous sous-estimer. Donc à partir de Kasumbalesa, nous pouvons accorder un salut à notre pays. Alors vous avez fait appel aux consciences, notamment au pluriel, individualisons le débat, à la conscience d'un Congolais qui serait en train de nous suivre pendant depuis que nous avons commencé cette émission, et vous avez voulu que tout commence par nous-mêmes. Oui. Est-il possible qu'un Congolais qui n'a pas encore vu, notamment ses conditions de vie améliorées, qui n'a pas encore trouvé de quoi manger, qui n'a pas encore trouvé de quoi s'habiller, puisse penser à l'investissement? Ok, ça c'est une excellente question. Mais laissez-moi vous dire qu'on se découvre lorsqu'on est en difficulté. C'est lorsqu'on est en difficulté, on ne sait pas manger, on ne sait pas se trouver du travail. C'est là qu'on commence à raisonner sur ce qu'on doit faire. Parce que je vais vous dire que la vie est un choix. C'est ce que vous choisissez, que vous vivez. C'est lorsqu'on se rend compte qu'on n'a pas à manger, qu'on n'a pas à boire, qu'on doit maintenant se mettre, essayer de réfléchir pour dire alors, qu'est-ce que moi je dois faire? Parce que je vous dis que les Congolais ne sont pas des complémentaires au peuple, ne sont pas les complémentaires au monde. Nous sommes une identité divine. Nous sommes le fruit de Dieu. Donc, là où nous sommes, nous ne sommes pas une copie de quelqu'un. Nous sommes une copie faite à l'image, une copie de Dieu. Donc, nous reflétons Dieu même dans notre moment de faim. Alors, faudra-t-il, le grand problème, c'est de nous arrêter quand nous avons faim pour réfléchir sur ce que nous devons faire. Plutôt que de nous lancer dans les sentiments. Nous devons nous lancer dans la raison. Il n'est pas possible, parce qu'on dit d'ailleurs, il y a un adage qui dit qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Mais laissez-moi vous dire que lorsque ce ventre-là bouche l'oreille, c'est là qu'il était. Non, un ventre affamé n'a point d'oreille, c'est-à-dire qu'il bouche l'oreille. Lorsqu'il bouche l'oreille, il se concentre sur lui-même pour son développement. Parce qu'il n'écoute plus les autres. Il se concentre sur lui-même pour son développement. Pour augmenter des initiatives afin de se créer à manger. Donc, quelque part, vous pensez qu'il serait mieux que les Congolais souffrent pour qu'ils prennent conscience? Non. Point n'est besoin pour que les Congolais souffrent, parce que nous souffrons. Nous n'avons pas à souhaiter qu'un Congolais souffre. Nous avons maintenant à interpeller les Congolais pendant ces moments que nous souffrons, que nous devrions maintenant prendre des dispositions. Parce que laissez-moi vous dire, si vous permettez, je vais vous donner un petit adage de l'émir de Dubaï. L'émir de Dubaï, qui se met, auquel on pose la question de savoir ce qu'il a fait de son pays. Il dit, mais comment vous avez fait de ce pays un joli pays comme ça? Qu'est-ce que vous entendez faire dans l'avenir? Mais quand il a dit que nos anciens parents ont eu à se déplacer au moyen des chameaux. Nous sommes dans les landes cuisées. Demain, nos enfants également. Mais après demain, nos petits-enfants vont retourner où? Au chameau. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Il va dire que non, parce que les gens qui souffrent, les gens qui sont dans des difficultés, créent le temps, affrontent les temps difficiles pour les rendre faciles. Mais quand les temps deviennent faciles, malheureusement, ça crée les hommes faibles. Comment? Un papa qui n'a jamais eu de moto, il va se battre
pour se payer une moto. Quand il se paye une moto, les enfants qui naissent dans cette maison, ils voient une moto comme un acquis. Ils ne sauront pas que cette moto a été acquise par la sueur de notre père. Alors ils vont commencer à jouer avec cette moto-là. De cette moto, finalement, ça va s'abîmer. Et ils vont rentrer à la souffrance. Nous devrions nous poser maintenant la question que si nous n'avons pas de maïs, par exemple, nous devons maintenant nous interroger que non, nous avons des espaces verts. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Alors nous devons nous unir pour nous demander sur 24 heures d'un jour. Nous devons avoir le courage là, de nous demander comme ça. Sur 24 heures d'un jour, nous avons mis à profit de notre vie combien d'heures? Au lieu de rester dans les animations, dans les analyses, nous devons calculer sur 24 heures. Nous avons par exemple travaillé 8 heures. Le reste du temps, après le travail, on peut maintenant se lancer dans les loisirs, dans les repos, plutôt que de commencer par les loisirs, les repos, pour rentrer maintenant au travail. Alors, mesdames, messieurs, est-ce que vous êtes fiers de faire la politique? Je suis très fier de m'engager dans la politique de mon peuple. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de meilleur que je puisse offrir à mon peuple comme mes idées, comme ma force, comme tout ce que j'ai de Dieu que je dois offrir à mon peuple. Parce que venir au Congo, venir dans ce pays, ce n'était pas ma volonté. C'était Dieu qui m'avait mis dans ce pays et je dois faire sa fierté. Donc faire sa fierté, c'est faire la fierté de notre peuple. Et faire la fierté de notre peuple, c'est donner tout ce que j'ai comme intelligence et la donner au développement de mon pays, au développement de mon peuple. Alors, quand vous voyez la configuration de la classe politique congolaise, est-ce que vous pensez que c'est un monde où il fait beau vivre? Vous savez, je vais vous dire que nous n'avons pas un autre monde que celui-ci. Mais je parle du monde, la configuration politique. Est-ce que vous pensez que c'est un monde où il fait beau vivre? C'est un monde où il fait beau vivre avec ses idées. Ça devient mauvais lorsque vous voulez, par exemple, aller empiéter sur les droits des autres. On doit donner ses idées. Et si on a des critiques à faire, on doit faire des critiques de manière positive pour le développement de notre pays. Nous n'avons qu'un seul que nous devons développer. Alors, si on ne se met pas à se faire des attaques inutiles, on se met plutôt à se faire des attaques positives pour que chacun de nous s'ouvre, qu'il contribue au développement de notre pays. J'ose croire que c'est un monde où il fait beau vivre. Alors, et nous ne pouvons pas prendre le risque de vouloir fuir ce monde parce que nous ne pouvons pas réussir. Parce que si Dieu nous a mis dans ce monde, c'est parce qu'il a su. Et il nous a donné les compétences. Je ne parle pas de monde dans le sens... Justement, le monde politique. Voilà, le monde politique. Ouais. Si Dieu nous a mis dans ce pays où il y a ce monde politique-là, c'est pour que nous aussi, que nous puissions faire quoi? Que nous puissions donner ce que nous avons comme capacité, que nous puissions contribuer à ce que ce monde-là soit encore plus meilleur. C'est ça notre mission. Il est déjà meilleur. Et à cette question, je demande que chaque Congolais y réponde. Mais à mon sens, c'est que demain soit plus meilleur qu'aujourd'hui. Alors, M. Jean Kalongo, c'était un plaisir de vous recevoir. Je vous dis franchement merci. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je remercie tous nos auditeurs qui, en dépit de toutes leurs activités, se sont dépassés quand même pour offrir ne fût-ce que quelques minutes à écouter leur fils, leur serviteur, M. Jean Kalongo. Mesdames, Messieurs, je m'appelle John Kevara Okanto. Portez-vous bien. J'ai été réalisé par Léon Choutouka, Didier Mounyanga Chambouli, était à la coordination. Portez-vous bien chez vous.